Donc voilà, bonjour à tous. Donc là, on va pouvoir démarrer. Euh, donc, euh, donc, je suis Nicolas Renard, avant-vente chez Secud-IT. Je vais vous présenter à la fois la société Secud-IT ainsi que son offre. Ce que je vous propose, si tout au long de la présentation, vous avez des questions, vous pouvez utiliser les outils de chat disponibles dans le webinar, et à la fin de ma présentation, eh bien, je répondrai à vos questions. Voilà. Donc, Secud IT propose donc des solutions de sécurité qui permettent à chacun d'évaluer son risque et de pouvoir le réduire. Donc le risque, bien entendu, lié à la cybermenace. Alors, juste une rapide présentation de Secud IT. Secud IT, c'est une société française qui existe depuis 2011, qui a été fondée par des experts en sécurité, qui sont Sergio Loureiro et Frédéric Donat, qui sont d'ailleurs par ailleurs membres fondateurs également du Cloud Security Alliance. Donc ils ont créé cette société dans le but de développer une solution qui permet de répondre aux problématiques des clients qui ont besoin en effet de sécuriser leur système d'information et avec des outils qu'ils ne trouvaient pas forcément dans les solutions existantes ou du moins qui n'étaient pas suffisamment accessibles à toute personne en charge d'un système d'information. Voilà. Donc, depuis 2015, la société Secud IT développe des partenariats. Et aujourd'hui, c'est une société qui représente, du moins qui fonctionne avec une quinzaine de personnes, dont 80% sont dédiés à la R&D. Et donc, le siège social est à Sophia Antipolis. Au cours du développement de la solution, eh bien, la société a pu gagner de nombreux prix grâce à ses innovations. On a également déjà des références intéressantes de clients qui nous font confiance par notre expertise en sécurité, mais également qui sont utilisateurs de la solution Elastic Detector. Voilà. On a également des partenariats technologiques, puisqu'on verra que la solution Elastic Detector est un système de détection de vulnérabilité nouvelle génération adapté aux technologies d'hébergement actuelles. Et puis, on a également développé des partenariats soit avec des gens qui fournissent du service à l'aide de nos solutions, soit avec des gens qui distribuent notre solution. Voilà. Alors, le marché de la protection de l'information, le marché de la sécurité, c'est un marché qui a pas mal évolué, puisqu'au départ, on se contentait de faire des sauvegardes pour se dire qu'on était sécurisé, puis tous les systèmes de firewall, d'antivirus se sont démocratisés et très répandus. Et enfin, aujourd'hui, on a un nouveau marché qui émerge, qui fait que la détection et la gestion des vulnérabilités, donc des failles informatiques, eh bien, c'était intéressant, mais là, ça devient absolument indispensable. Et donc, pour notamment les partenaires de Chris Réseau qui travaillent déjà avec des solutions firewall antivirus, eh bien, finalement, cette nouvelle brique, cette nouvelle offre Secud IT leur permet
d'accéder quelque part à un nouveau marché qui est en général plus rentable que le simple renouvellement. Donc ça peut être pour les partenaires de Chris Réseau une nouvelle corde à leur arc qui permet d'asseoir leur business avec leurs clients. Alors dans ce contexte, qu'est-ce que propose Security par rapport donc à ces solutions de backup, d'antivirus, de firewall, même de patch management? Eh bien, il propose donc de se focaliser sur toutes les failles de sécurité informatique. En effet, même si on déploie correctement un système d'information avec une bonne architecture, il faut savoir qu'il y a toujours des failles de sécurité, des vulnérabilités qui sont présentes, qui sont détectées au fur et à mesure que le temps passe. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 53% des attaques informatiques qui réussissent en passant justement par ces failles de sécurité. Alors, donc par rapport à tout ça, nous ce qu'on propose, donc c'est une solution qui s'appelle Elastic Detector, qui sur votre système d'information permet d'évaluer le risque, de mesurer l'impact, c'est-à-dire de savoir qui est concerné par ces failles de sécurité, et bien entendu de donner des solutions à chaque problème détecté. Et cela se fait en automatique et en continu. Donc en automatique, pourquoi? Eh bien parce que la solution permet absolument de tout programmer et du coup permet aux exploitants de s'intéresser uniquement aux résultats de la solution. Et ensuite, on continue. Pourquoi? Eh bien parce que la solution, elle intègre un module de monitoring qui permet de générer des alertes en cas de détection de changement de configuration de sécurité évidente. Voilà. Donc en d'autres termes, ce que vous apporte Elastic Detector, du moins ce que ça apporte également à vos clients, c'est de pouvoir recenser automatiquement un inventaire en temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution dispose de connecteurs qui s'interfacent directement avec les hyperviseurs hébergeurs de machines virtuelles, par exemple, et permet d'avoir un inventaire des machines en présence et de leur état en permanence. Sur cet ensemble couvert, la solution elle permet de vérifier donc en continu l'exposition aux cyberattaques. Donc là, ici, on parle de 15 à 20 nouvelles failles par jour. Alors, je vais devoir mettre cet écran à jour puisque en 2016, en moyenne, c'était 28 nouvelles failles par jour. Donc c'est un nombre qui est en perpétuelle croissance, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui font de la recherche sur les failles de sécurité et qui en révèlent et donc qui alimentent les bases de connaissances. Ensuite, la solution, elle va vous permettre de corriger ces failles de façon à ne plus être vulnérable et de diminuer le risque et l'exposition à la cybermenace. Et ça, on verra que ces corrections, elles sont possibles parce que Elastic Detector fait le tri dans les vulnérabilités afin de pouvoir adresser les bonnes informations aux bonnes personnes. Et enfin, c'est une solution aussi qui permet d'optimiser les coûts d'exploitation dans le sens où cette solution va aider grandement les personnes à corriger les problèmes. Pourquoi? Parce que grâce au système de tri, finalement, on ne perd pas de temps à farfouiller, à analyser les résultats, mais on accède directement aux bonnes informations. Donc du coup, ça permet de ne pas passer trop de temps là-dessus
tout en ayant malgré tout un bon niveau de sécurité avec des failles qui sont corrigées au fil de l'eau. Alors en termes d'offres, souvent quand on parle donc de détection de vulnérabilité, on parle de scanner. Alors la plupart des solutions du marché vont proposer une consommation de scan en mode jeton. C'est-à-dire que on va acheter un certain nombre de diagnostics en quelque sorte, et au fur et à mesure que l'on va diagnostiquer des machines, on va consommer des jetons. Donc ça, c'est quelque chose qui est également possible chez SecuIT. Mais pas seulement, puisque la solution Elastic Detector, en plus de cette possibilité de consommation en mode jeton, elle propose donc une surveillance continue avec un suivi dans le temps des machines du système d'information, ce qui permet de voir leur évolution, est-ce qu'on fait des progrès, est-ce qu'on s'améliore, etc., etc. Et enfin, on a également une offre plus étendue, c'est-à-dire qui s'étend également au cloud, pour tout client qui aurait des machines dans le cloud sous forme de IaaS, infrastructure as a service. Eh bien, il faut savoir que SecuIT propose une solution qu'on appelle Elastic Workload Protector, qui, en plus de tout le reste, va être en mesure de surveiller en continu la configuration cloud, c'est-à-dire la façon dont les différents services, objets, briques de sécurité proposés par le cloud provider, de façon de savoir est-ce que c'est bien configuré, de pouvoir détecter les problèmes liés à des bonnes pratiques, et de façon à pouvoir également proposer des corrections. Donc quand on est, on va dire, partenaire CRIS Réseau et que on a la possibilité en effet de distribuer Elastic Detector, donc en résumé, bon, il faut savoir qu'on est maintenant sur un marché où c'est un produit qui est absolument nécessaire. Alors pourquoi? Parce que l'Union européenne a durci sa réglementation en termes de protection des données. Et il faut savoir qu'à partir de mai 2018, quelqu'un qui stocke des données et qui se les fait voler, eh bien en fait pourra être rendu responsable de ce vol, et notamment s'il est avéré que le vol a été commis en passant par des failles finalement qui sont connues de tous, puisque les bases de connaissances en termes de vulnérabilité sont des bases auxquelles tout le monde a accès, et donc va même pouvoir avoir des amendes, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au-delà de la menace liée aux exactions des hackers et du fait qu'à un moment donné on puisse perdre des données, avoir un préjudice ou avoir un arrêt de production, il y a en plus une nouvelle menace qui s'additionne, qui est celle de se voir désigné responsable et en plus de devoir payer des amendes. Voilà. Donc ça devient absolument nécessaire. Et ce qui est intéressant quand on est partenaire revendeur de cette solution, c'est que au-delà de vendre des licences, on peut également vendre du service. Alors pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de consacrer du temps à ça et donc préfèrent du coup le déléguer. Donc le déléguer à leurs intégrateurs favoris, aux gens de confiance qui leur fournissent régulièrement des solutions. Et donc du coup, il est possible de construire du service managé autour de cette solution, qui rend donc un véritable service, puisque on va pouvoir conseiller, dire exactement ce qu'il faut faire pour
éviter les failles de sécurité, et en ne passant finalement pas beaucoup de temps, hein, puisque la solution en automatique mâche bien le travail. Voilà. Ensuite, ce sont des services qui sont récurrents, hein, puisque comme sans arrêt au cours du temps, il y a des nouvelles failles qui sont détectées, eh bien, la gestion des failles de sécurité, c'est une question d'hygiène informatique. Hein, on est sans cesse, régulièrement, en train de regarder ce qu'il y a de nouveau, et on applique les correctifs, et on change les éléments de configuration, etc., etc., au fil de l'eau. Donc, ce sont des services qui sont récurrents dans le temps. Hein, et, voilà. Donc voilà, grosso modo, ce que vous apporte Elastic Detector. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, hein, pour vous expliquer finalement comment la solution est fournie et à quoi elle ressemble, eh bien, la solution, c'est une appliance virtuelle. C'est une VM. Une VM qui, d'ailleurs, est compatible avec à peu près toutes les technologies d'hébergement qui existent. Hein. Donc, en fonction de votre environnement, vous téléchargez l'appliance adaptée. Et puis, cette appliance va vous permettre d'adresser différents scénarios. Alors, si, par exemple, vous souhaitez monter une offre SaaS pour vos clients, eh bien, vous pouvez installer l'appliance virtuelle sur un réseau qui a accès à Internet, et de cette façon-là, vous allez pouvoir scanner les IP publics de vos clients. Alors la solution, elle embarque toute la technologie nécessaire pour monter un service SaaS, ce qui fait que vous pouvez avoir des clients qui ont leur compte sur votre plateforme SaaS et qui viennent se connecter pour scanner leurs IP publics. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser cette plateforme pour scanner vous-même les machines de vos clients et leur délivrer les rapports avec les recommandations. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des clients dont le système d'information est plus complexe et plus important, hein, et du coup, il va y avoir un intérêt également de gérer les machines en interne en termes de sécurité. Hein. Donc, pour ça, on peut déployer l'Alliance Elastic Detector chez le client. On peut également déployer d'autres appliances qui vont fonctionner comme exclaves. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, lorsque vous avez des gens qui ont des réseaux distribués avec des sites distants, etc., eh bien, le fait de déployer de cette façon-là des sondes, en quelque sorte, sur les sites distants, vont permettre d'auditer régulièrement les machines de ces sites distants et vont reporter le résultat à l'appliance centrale. Donc, encore une fois, hein, quand on a l'appliance installée chez le client, eh bien, il y a des cas où c'est le client qui va utiliser lui-même la solution, et il y a aussi la possibilité que cette appliance soit utilisée par un intégrateur, un infogéreur, dans le but de régulièrement faire des recommandations aux clients. Donc, en termes de reporting, hein, à chacun ses informations. Pourquoi? Eh bien, parce que la solution délivre des rapports sur 3 niveaux, finalement. Un premier niveau, c'est un type de rapport que l'on appelle des indicateurs de risque. Et ces indicateurs de risque, ils sont destinés à toute personne soucieuse de comprendre l'exposition à la cybermenace du système d'information, sans pour autant qu'il soit nécessaire que ces gens soient des experts informatiques, des experts sécurité, etc. Hein. Ce sont vraiment des indicateurs qui permettent d'établir finalement un dialogue entre les gens qui délivrent le service de gestion des vulnérabilités
et les gens qui ont le souci d'avoir une infra sécurisée. Donc ces indicateurs, nous on s'est inspiré par exemple des règles d'hygiène informatique de l'ANSSI, et donc si on prend des exemples, eh bien on va par exemple avoir un indicateur qui va nous dire, ben voilà, par rapport aux failles qu'on a détectées, on a un risque plus ou moins élevé de déni de service, et on peut expliquer ce que c'est le déni de service. Ou alors les données de ces machines-là sont exposées. Voilà. Donc, ces indicateurs de risque permettent directement de comprendre quelles peuvent être les conséquences de la non-correction de ces failles. Pardon. Bon, après, on a aussi d'autres, c'est décliné également de d'autres façons, hein. Par exemple, le WASP Top 10. Hein. Le WASP, c'est un organisme qui s'occupe de la sécurité des sites web en général, et qui a un référentiel, c'est-à-dire qui indique les 10 types d'attaques les plus répandus sur les sites web. Donc en fonction de ça, nous on a les indicateurs, les 10 indicateurs, et ces indicateurs de risque permettent de savoir en effet auxquels, parmi ces 10 types d'attaques les plus répandus, auxquels on est exposé. Enfin, les vulnérabilités vont également influencer la règle de conformité PCI DSS, et donc on peut voir, en fonction de ce qu'on a détecté, s'il y a des éléments qui feraient qu'on ne serait pas conforme à PCI DSS. Voilà pour les indicateurs de risque. Alors ensuite, comme la solution sait faire le tri des vulnérabilités, et c'est notamment les trier par métier de l'IT, eh bien, ça permet de voir immédiatement où se trouvent les vulnérabilités, qui est concerné, et donc qui va être en mesure de les corriger. Et pour les corriger, on a un troisième niveau de rapport, avec notamment des feuilles de route, hein, qui sont des fichiers Excel, dans lesquels on a consigné pour chaque problème la solution à appliquer. Et ces feuilles, elles sont éditables et on peut les trier du coup par métier de l'IT, ce qui fait qu'on fabrique des feuilles de route en fonction de la personne à qui on les adresse. Voilà. Je vous propose de vous montrer à quoi ressemble cette solution. À partir du moment où on a installé l'appliance virtuelle, l'appliance virtuelle, elle est multi-tenant. Ça signifie qu'on peut créer différents comptes. Et un compte, c'est un périmètre de machine. Donc là, on est connecté dans un périmètre de machine, finalement dans un compte, avec un utilisateur. Il peut aussi y avoir différents utilisateurs par compte. Et la première démarche qu'il va falloir suivre, une fois qu'on démarre l'utilisation, eh bien, c'est d'inventorier l'ensemble des machines que l'on souhaite surveiller. Donc, pour ça, on dispose de connecteurs. Et ces connecteurs, ils sont en fonction du mode d'hébergement des machines que vous avez. Si, admettons, on a des machines virtuelles dans VMware, eh bien, dans ce cas-là, on peut créer un connecteur vSphere dans lequel on va renseigner l'adresse du vCenter, par exemple, un nom d'utilisateur, un mot de passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout environnement virtuel, il y a un système de permission et de droit, ce qui fait qu'en fonction de l'utilisateur qu'on va renseigner ici, eh bien, on va avoir accès à un certain nombre de machines qu'on va, du coup, référencer dans la solution. Alors, comme la solution a la capacité
d'avoir des esclaves, enfin des appliances virtuelles satellites, eh bien, en fonction de la localisation du vCenter, par exemple, eh bien, on va pouvoir également choisir quelle est l'appliance que l'on va utiliser pour collecter les informations et pour gérer les machines détectées par ce connecteur. Donc le manager, c'est l'appliance centrale, et puis ensuite, si on en a déployé d'autres, eh bien, on peut en choisir une autre. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la solution, elle permet également, pour tout ce qui n'est pas virtuel, d'identifier des machines par le réseau. Je donne un exemple. Si vous avez des IP publics à scanner, par exemple, vous pouvez les mettre là, vous pouvez mettre des noms de machines. Vous pouvez également renseigner des adresses de sous-réseau. Donc ça, c'est un type de connecteur qui va permettre de décrire tout, finalement, ce qui n'est pas virtuel. Donc une fois que vous avez créé tous les connecteurs nécessaires à la description de votre système d'information, eh bien les machines détectées de cette façon-là vont apparaître dans la solution. Alors pour chaque machine qui est référencée dans la solution, on a une surveillance continue qui se met en place. Le principe de la surveillance continue, c'est de savoir pour chaque machine quelle est la liste des ports qui sont ouverts. Et en fonction de ces ports ouverts, il y a des tests automatiques qui se mettent en place. Donc ces tests, ils vont permettre de détecter par exemple des ports qui s'ouvrent. Mettons sur une machine donnée, à un moment donné, il y a un nouveau port qui s'ouvre. Et bien du coup, ce genre de différence, c'est justement ce que détecte cet outil de surveillance, et ça va générer une alerte. On peut également avoir des alertes sur un certificat SSL qui serait par exemple obsolète, ou pour lequel on aurait une clé de chiffrement qui serait trop faible, ou encore des vulnérabilités très répandues sur SSL peuvent aussi être détectées par ce système. Voilà. Donc un système de monitoring qui alerte et qui permet du coup d'être conscient de changements de configuration et qui permet de faire un maintien en conditions de sécurité. Si ensuite on s'attaque à la détection exhaustive des vulnérabilités sur les machines, pour ça, c'est quelque chose qu'on peut lancer à la main, soit en cliquant sur Scan, soit en cliquant sur Clone and Scan. Alors ça, c'est une autre particularité de la solution, c'est qu'en environnement virtuel, la solution permet de faire du scan de vulnérabilité sans perturbation ni risque. Ça signifie qu'un scan de vulnérabilité peut perturber un serveur, parce qu'à un moment donné, on va le solliciter, on risque de solliciter son CPU, de générer du trafic, ce qui fait que quand on a du trafic, forcément les clients ils sont moins prompts à se connecter sur le serveur. Eh bien, le clone and scan est un principe qui va demander à l'hyperviseur de créer une copie du serveur, de démarrer cette copie, et ensuite on va scanner la copie. Et une fois que le scan est terminé, eh bien, la copie est détruite. Donc bien entendu, le but c'est du coup de ne pas toucher à la production pendant le scan. Ça permet aussi de faire des tests qui sont plus intrusifs, puisqu'il n'y a pas de risque de casser quoi que ce soit sur la production, encore une fois, puisqu'on est sur une copie. Et enfin, ça permet aussi d'avoir des résultats sur les machines qui sont éteintes, puisque
Si vous avez des serveurs dormants, des serveurs utilisés que occasionnellement dans votre infra, eh bien là aussi, ces machines, régulièrement, peuvent être suivies et on peut avoir un résultat sur celle-ci. La solution elle a été conçue de façon à automatiser les tâches de scan. Hein, puisque, bon, là, je vous ai montré, on pouvait lancer des scans unitairement en cliquant sur scan ou colonne scan. Maintenant, on peut également programmer les scans. Donc les programmer, ça signifie choisir une heure et une date de prochaine exécution, mais ça veut également dire y mettre une récurrence avec une fréquence, hein, de façon à ce que, dans cet exemple, toutes les semaines, même jour, même heure, eh bien les scans s'effectuent. Dans ces options, on a aussi la possibilité de choisir si on veut faire du clone ou pas. Et si on veut utiliser le clone, on a, pour des raisons de bonne utilisation des ressources des machines d'hébergement, eh bien, choisir un data store pour copier, hein, à un moment donné, pour créer la copie du serveur. On a aussi la possibilité d'utiliser des réseaux sandbox, hein, pour isoler complètement le clone de la production. Alors après, si on ne se rappelle plus trop de ce qu'on a programmé, eh bien c'est pas grave, puisque dans la solution, on a un planning de charge à partir duquel on visualise tout ce qu'on a programmé en termes de scan. D'ailleurs, ce planning de charge permet de reprogrammer, si nécessaire, des tâches, juste en les déplaçant dans le calendrier. Alors ensuite, en termes de résultats. En termes de résultats, donc on a les indicateurs de risque. Les indicateurs de risque, ils peuvent être, on va dire, globaux, hein, en fonction de l'ensemble des machines du système d'information, ou on peut les consulter de façon individuelle. Donc ces notes de risque, elles sont globales par rapport au périmètre de machine du compte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la solution, après, elle embarque un tas de petits outils qui permettent de rendre la vie un peu plus facile, notamment en faisant le tri dans les machines et avec la capacité de pouvoir regrouper les objets par dossier en quelque sorte. Donc un dossier, nous, c'est ce qu'on appelle un tag dans la solution. Et ici, par exemple, je peux choisir d'afficher toutes les machines qui sont associées à un tag et de cette façon-là de filtrer. Voilà. Alors, si par exemple je choisis les machines du Data Center 1, eh bien mes notes de risque vont être calculées uniquement pour les machines du Data Center 1. C'est un peu long. Alors, ces résultats, on est aussi en mesure de les consulter par machine.
Par exemple, si je choisis une des machines de la liste, je vais pouvoir voir la ventilation de ces indicateurs de risque par machine. Ici, j'ai les indicateurs de risque qui sont inspirés du guide de l'hygiène informatique de l'ANSSI. Et du coup, ça me permet de voir, par exemple, sur cette machine, est-ce que j'ai un risque élevé au niveau du contrôle d'accès? Est-ce qu'à un moment donné, il y a moyen de contourner ces contrôles? Est-ce que j'ai un risque au niveau de l'intégrité de mes données? Est-ce que j'ai détecté des malwares? Est-ce que j'ai un risque qui est lié à la mise à jour des applications? Ou est-ce que j'ai un risque qui ferait qu'il y ait un déni de service soit possible sur cette machine? Donc, pareil pour le WASP, mais présenté différemment, donc avec les 10 types d'attaques les plus répandus. Et puis également les indicateurs PCI DSS, qui montrent si à un moment donné on a détecté des problèmes qui mettraient à mal la conformité PCI DSS. Toujours en termes de résultats, on a après dans la solution donc des résultats qui vont être plus techniques et qui vont là permettre une remédiation. Donc, dans cet esprit, il est possible déjà de consulter un résultat pour une machine donnée directement en interface graphique. Lorsqu'on fait ça, eh bien, on peut regarder le détail d'une vulnérabilité qui a été trouvée. Donc là, sur une machine Windows, par exemple, je vais trouver des problèmes liés à des bulletins Microsoft. Quand c'est le cas, eh bien, on a dans la solution du coup un lien de téléchargement vers le patch de sécurité, puisque la plupart du temps, les bulletins Microsoft, on les adresse à l'aide de patch de sécurité. On a également tout un lien, un tas de liens dans la description qui permet d'accéder à des articles sur le sujet. Voilà. Après, on détecte aussi des problèmes qui peuvent être liés à de la configuration. Donc, ça veut dire qu'il n'existe pas de patch de sécurité pour les corriger. Mais dans la solution, on nous explique ici que sous Windows, eh bien, il faut changer un paramètre de la stratégie de sécurité locale pour résoudre le problème. Les résultats, on les exporte. On les exporte sous différents formats, PDF, Excel ou XML. Et ensuite, on peut également filtrer les résultats de façon à obtenir finalement une feuille de route qui va s'adresser à une personne en particulier. Dans cet exemple, si j'exporte à un moment donné les informations liées à une base de données, eh bien, c'est peut-être parce que je suis en train de fabriquer une feuille de route pour le DBA. Donc cette feuille de route, on va l'ouvrir dans Excel. Histoire de voir un petit peu le détail. Voilà. Et donc dans Excel, on voit que pour chaque problème détecté, on a la solution. Donc ça peut être des problèmes, pas forcément être un expert en sécurité pour comprendre le problème et le résoudre, puisque le premier souci, c'est que le mot de passe de l'utilisateur par défaut de Postgres est resté vierge.
forcément, dans ce cas-là, il faut mettre un mot de passe. Ensuite, on parle de problèmes, d'élévation de privilèges, de déni de service. On nous dit que pour résoudre ces problèmes, il faut mettre à jour la base de données. Enfin, dans ces feuilles de route, on a également des informations, c'est de couleur verte. On voit que pour les informations, il n'y a pas de solution, c'est normal, ce ne sont pas des vulnérabilités, mais des informations collectées pendant le scan. Et il peut y avoir des choses intéressantes. Par exemple, on voit que le certificat SSL, il est auto-signé. On voit que la base est accessible depuis l'extérieur du serveur. Peut-être que c'est une configuration volontaire, peut-être que c'est une erreur de configuration. Voilà. Donc ces feuilles de route, elles permettent, on va dire, à toute personne impliquée de près ou de loin dans le système d'information de faire des corrections et du coup d'améliorer la sécurité. Alors l'appliance virtuelle, elle dispose d'une base de données qui conserve toutes les informations détectées. Et du coup, cette base de données, elle va permettre une exploitation de l'historique, soit par vulnérabilité, comme je suis en train de le faire là, où je regarde sur une plage de temps qu'est-ce qui s'est passé, à savoir quand la vulnérabilité a été détectée pour la première fois, combien de serveurs elle concerne, et qu'est-ce qui se passe au cours du temps, est-ce que je suis en train d'améliorer le problème ou au contraire, est-ce que ça s'aggrave? Voilà. Donc on a du coup une idée globale de ce qui se passe pour une vulnérabilité. On a aussi le même genre de choses, mais par serveur, à savoir que lorsqu'on scanne plusieurs fois un serveur, on peut comparer les résultats entre eux. C'est le cas ici pour cette machine, où j'ai plusieurs résultats et donc j'en compare deux pour voir qu'est-ce qui s'est passé au cours du temps. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux scans? C'est la colonne status qui nous le dit, puisque quand c'est new, c'est nouveau, ça n'y était pas et c'est apparu. D'ailleurs, on voit que les nouvelles informations ne sont pas forcément que des vulnérabilités, mais on a aussi des nouvelles informations. Ici, on voit par exemple qu'il y a un serveur VNC qui a été installé sur la machine entre les deux scans. On voit les problèmes qui ont été corrigés. Donc là, c'est marqué fixé. On voit également des problèmes avec un petit triangle rouge. Le petit triangle rouge signifie qu'une exploitation est disponible, c'est-à-dire que des gens ont à un moment ou un autre développé un programme, un jeu de script qui permettent d'exploiter la vulnérabilité. Et souvent, ces programmes on peut les trouver sur Internet. Et donc, ça signifie que l'exploitation de la vulnérabilité est accessible à tous. À partir du moment où on trouve le programme, n'importe qui peut l'utiliser et exploiter. Donc, ces vulnérabilités avec un petit triangle rouge, elles sont particulièrement dangereuses. C'est pour ça qu'on les signale. Voilà, enfin, on a un statut current qui signifie que la vulnérabilité était déjà présente et puis elle l'est toujours. Voilà. Alors, pour terminer, et avant de passer aux questions, il faut savoir que chez Secunity, on est très ouvert à ce que toute personne qui soit intéressée par notre solution puisse l'évaluer. Donc de toute façon, avec Chris Réseau, nous on est complètement ouvert au test. Donc vous pouvez télécharger l'appliance virtuelle pour la tester chez vous. Vous pouvez juste la tester en mode SaaS, puisque nous on a une plateforme SaaS aussi, afin de pouvoir auditer des IP publics et du coup voir quels sont les résultats.
Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est très ouvert à ce que toutes les personnes qui se disent intéressées par la solution puissent la tester. Voilà. Alors du coup, là, je vais passer aux questions. Est-ce que dans le chat, nous avons des questions? Alors, première question, est-ce que il faut entrer l'adresse de chaque machine à la main? Alors en fait, la réponse, c'est non, hein, puisque avec les connecteurs sur hyperviseur, de cette façon-là, en une seule requête sur l'hyperviseur, on voit déjà l'ensemble des machines. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que cette requête, elle n'est pas faite qu'une seule fois, mais elle est faite régulièrement. C'est-à-dire que si quelqu'un supprime, par exemple, une machine virtuelle, hein, parce qu'à un moment donné, elle est obsolète, il n'y en a plus besoin, il y a eu une migration, on n'en a plus besoin, eh bien, elle va automatiquement disparaître de la solution. Si en revanche, on rajoute une machine, ben celle-là aussi, elle va apparaître automatiquement dans la solution. Donc, il n'y a pas de saisie manuelle des machines. Alors, après, il peut y avoir certaines saisies manuelles, dans le sens où si on a, par exemple, des IP publics ou des machines physiques, hein, pour lesquelles on ne peut pas utiliser un connecteur virtuel, pour les cibler, oui, dans ce cas-là, à un moment donné, on va devoir les saisir. Encore que, si on a un sous-réseau, une plage d'IP sur lesquelles il y a des machines que l'on ne peut pas référencer par connecteur virtuel, dans ce cas-là, on peut tout simplement saisir l'adresse de sous-réseau et on va détecter les machines en présence sous ce sous-réseau. Alors ensuite, autre question. Autre question. En termes de productivité, ça a l'air super lent. Alors il y a deux raisons pour lesquelles il y a parfois une impression de lenteur. La première, c'est que on est en WebEx, donc parfois il y a un petit décalage, il y a des lenteurs. Et la seconde, c'est que la solution que je vous ai présentée là, elle tourne sur une appliance virtuelle sur mon PC. Et du coup, parfois, ça peut être un petit peu lent par rapport à une machine virtuelle qui tournerait dans un vrai environnement virtuel, dans un vCenter. Alors, ensuite, on me demande une idée de tarif. Alors, pour ce qui est des tarifs, on a une offre donc, par abonnement. Donc, c'est le mode monitoring que je vous ai présenté, c'est-à-dire qu'on enregistre des machines, on les surveille au cours du temps et on fait autant de scans que l'on veut sur ces machines surveillées. Le prix public d'entrée, c'est 10 € par IP et par mois. Ensuite, ce prix, il est dégressif en fonction du volume de machines que l'on prend. Il faut savoir que la dégressivité, elle commence à 11 machines. Déjà, si on a un projet avec 11 machines, eh bien, on va payer moins cher que 10 € par IP et par mois par machine. Donc voilà comment ça se passe en termes de tarifs. Alors, je vais revenir un peu sur le produit, puisque il y a également, en termes tarifaires, un autre mode de fonctionnement de la solution que l'on appelle le mode auditeur. En effet, dans la présentation, je vous ai dit que on pouvait avoir un mode de fonctionnement au scan, en mode jeton. Et bien typiquement, c'est ce que fait en fait ce mode de fonctionnement-là, à savoir que dans la solution, si on achète des jetons, eh bien on peut créer des comptes auditeurs
Et ces comptes auditeurs vont avoir une interface graphique qui va être simplifiée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça sert juste à lancer des scans au coup par coup. On rentre une adresse à un moment donné, et puis on lance un scan sur cette adresse. Alors après, on peut aussi faire du scan de masse dans ce fonctionnement-là. Ici, en important un fichier CSV dans lequel on aurait mis tout un tas d'adresses, etc., que l'on veut scanner, mais une unique fois. Ce mode de fonctionnement va fournir les mêmes résultats que le mode monitoring. Savoir qu'on va avoir des rapports de vulnérabilité identiques. On va aussi avoir des notes de risque. Simplement, ce système-là ne permet pas de corrélation entre deux scans. C'est-à-dire que chaque scan est indépendant des autres et il n'y a pas possibilité de faire du suivi. Voilà. Donc après, le tarif pour les jetons, on a différents packs de jetons et on peut acheter, prix catalogue d'entrée, on peut acheter 100 jetons pour 700 €. Voilà. Alors après, encore une fois, plus on achète un gros paquet de jetons, au moins ça revient cher pour aux jetons. Alors, existe-t-il des connecteurs pour les solutions réseau et de surcroît de sécurité type IPS, NGFW, LB, proxy? Alors, je vais répondre, ça dépend dans quel environnement on se trouve. À savoir que si on est dans un environnement virtuel, cloud, pardon, exemple Amazon Web Service, eh bien la solution, elle va permettre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais brièvement dans la présentation, d'auditer la configuration cloud. Et dans la configuration cloud, notamment, on peut avoir un tas d'objets, comme par exemple des firewalls virtuels, ce genre de choses. Et du coup, la solution, elle va auditer ces configurations et détecter des problèmes potentiels, comme par exemple des règles de firewall qui se chevaucheraient, ou des machines qui sont finalement ouvertes sur Internet sur des ports qui sont habituellement réservés à l'administration. Et donc pour ces trucs-là, on a également un système d'alerte. Voilà, donc autre question, abonnement dans le temps selon le nombre de machines. Donc je pense avoir répondu à cette question, puisqu'en mode monitoring, on s'abonne par exemple pour 1 an pour un certain nombre de machines, et pendant cette période, eh bien, on a accès à toutes les fonctionnalités et on fait autant de scans que l'on veut sur ces machines. Outils de commercialisation, donc ça c'est une autre question. Alors oui, avec Chris Réseau, donc on fournit des documents, comme par exemple des battle cards, pour comprendre quels sont les avantages de la solution Elastic Detector par rapport à la concurrence, et puis tout un tas d'autres documents qui aident à la vente. Voilà. Alors ensuite, autre question, c'est une société française, alors pourquoi le logiciel est-il en anglais? Alors ça, c'est lié au départ au métier des vulnérabilités et un peu à l'histoire de la société, à savoir que les bases de connaissances qui référencent les vulnérabilités, sont des bases internationales,
qui sont maintenus et renseignés par des experts en sécurité de tout horizon. Et du coup, les données des bases de connaissances, elles sont en anglais. Donc pour cette raison, au départ, il était décidé de faire une interface en anglais. Pourquoi? Parce que finalement, c'était la même langue que la description des vulnérabilités. Et cette solution, vu qu'elle sait faire son travail également dans des environnements cloud, eh bien, c'est vu proposé à l'international. Alors simplement, c'est vrai que pour le marché français et certains profils de clients, ben, c'est parfois un peu bloquant d'avoir des choses en anglais. Alors pour cette raison, il existe dans la solution des éléments en français, comme par exemple l'export des indicateurs de risque. Finalement, comme c'est un élément de communication, eh bien, à un moment donné, on peut très bien décider de créer un document en français, histoire que bah voilà, la personne à qui ça s'adresse ait quelque chose dans sa langue. On obtient du coup les indicateurs de risque, c'est écrit en français, et ici par rapport aux catégories, eh bien, on a les traductions en français. Voilà. On a également un autre type de rapport qu'on appelle un rapport S+, qui est une aide finalement à la délivrance de services managés, qu'on peut également éditer en français. Donc, je vais vous montrer un exemple. Voilà, donc si je fabrique un rapport S+, en fait, je vais avoir le résumé des vulnérabilités qui restent présentes dans mon environnement. Pour chacune d'elles, je peux mettre des commentaires. Au-delà des tests qui ont été faits en automatique, je peux même rajouter peut-être des petits tests manuels si nécessaire, des commentaires additionnels. Je choisis une langue, donc je peux choisir le français. Et là, quand je génère ce genre de rapport, eh bien, je vais obtenir un document qu'on peut directement remettre à un client et qui sera donc en français. Voilà. Donc, ce rapport, il va reprendre les informations du périmètre. Il va donner des petites statistiques sur la sévérité des vulnérabilités trouvées, la répartition par catégorie, ensuite des stats, qu'est-ce qui reste à corriger, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui a été corrigé, est-ce qu'on a exclu des failles, etc. Et puis, on va retrouver dans ce document les vulnérabilités sur lesquelles on a mis le focus avec les commentaires de la personne qui délivre le service manager. Voilà. Donc, on a quand même quelques petites possibilités pour faire du français. Voilà. Alors, j'ai d'autres questions. Une question sur la formation. Alors, la formation, actuellement, avec CRIS Réseau, nous organisons des workshops. Donc là, pour les dates, etc., je vous invite à vous rapprocher de CRIS Réseau. Par exemple, les gens qui sont rattachés à l'agence de CRIS Réseau de Paris
eh bien, demain, il y a un workshop à Massy. La semaine prochaine, il y en a un à Nantes. Voilà, donc après, moi, je vous invite à vous rapprocher de votre agence CRIS Réseau pour voir quels sont les prochains workshops d'organiser. Autre question, en ce qui concerne les prérequis techniques. Alors, les prérequis techniques, bon, c'est pareil, on a un document qui montre les tailles de machines en fonction du nombre de serveurs, etc., qu'on va gérer. Alors, la solution, elle n'est pas énormément gourmande, puisque une machine, une VM, finalement, avec 4 Go de RAM et 2 CPU, fonctionne correctement pour gérer une vingtaine de machines. Voilà. Alors après, c'est sûr que si on gère plus de machines, et qu'on augmente d'une part le nombre de scans en parallèle et aussi également l'activité de la surveillance continue, parce que plus on a de machines, plus on a de surveillance continue, on va vite monter à des prérequis de 8 Go de mémoire et 4 CPU. Mais bon, par rapport au nombre de machines dont on va gérer la sécurité, ça reste quand même raisonnable. Après, toujours en termes de prérequis, nous on a des VM pour VMware, pour Hyper-V, pour Microsoft Azure, AWS, voilà. On a à peu près des VM qui fonctionnent dans tous les environnements pour lesquels il existe des connecteurs. Alors, en termes d'occupation de bande passante, alors, la bande passante qui va être utilisée, notamment pendant les scans, dépend énormément du type de scan que l'on va faire. Je m'explique. D'une façon générale, si on fait des scans en interne, c'est-à-dire on va auditer les serveurs qui sont sur le LAN, même si aussi à un moment ou à un autre ils sont exposés sur Internet d'une façon ou d'une autre, eh bien en général on va faire ce qu'on appelle du scan en mode authentifié, c'est-à-dire qu'on va se connecter à l'aide d'identifiants sur la machine pour pouvoir faire un inventaire complet et précis de tous les composants qui sont sur la machine et du coup de pouvoir par rapport à ça détecter toutes les vulnérabilités. Alors quand on fait du scan en mode authentifié, on peut en plus rajouter une option qui est le scan intrusif, où on va faire des tests supplémentaires de bonnes pratiques. Tout ce qui est scan authentifié, ça signifie que pendant le scan, il se peut qu'à un moment donné, on mette des outils sur la machine qui permettent de faire plus de tests. Et le scan authentifié, il est quand même assez consommateur en termes de bande passante. On peut, au final, on a vite fait d'avoir fait des échanges de plusieurs centaines de mégas. Donc, le scan authentifié, c'est intéressant de pouvoir le faire avec l'option de clonage. Alors pourquoi? Parce que si on fait ça, déjà le trafic ne va pas être généré sur la machine de production, mais sur le clone. Et en plus, comme je vous l'ai montré brièvement tout à l'heure, il y a cette possibilité aussi de créer des réseaux sandbox, des réseaux isolés, ce qui fait que finalement, quand on scanne, on va générer du trafic sur un réseau de test et non pas le réseau de production. Donc du coup, ça limite l'impact. Alors après, il y a d'autres façons de scanner. On peut scanner en mode non authentifié. C'est en général ce qu'on fait quand on veut auditer des IP publics dans le but de finalement se mettre un peu à la place du hacker et de voir qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur et est-ce qu'on peut m'attaquer depuis l'extérieur. Donc le mode non authentifié, ça va être un inventaire des ports ouverts et puis pour chaque port ouvert,
tenter de deviner quel genre de service tourne sur ce port, et en fonction de ce qu'on trouve, faire des tests supplémentaires. En général, le scan en mode non authentifié ne consomme pas énormément de bandes passantes. Ça peut être un peu plus gourmand pour les sites web, hein, puisque pour les sites web, on va faire des tests particuliers, des tests d'injection d'URL, ce genre de choses. Donc, on peut générer un peu plus de trafic, mais sur le non authentifié, ça reste de l'ordre du raisonnable. Alors, est-ce qu'on peut scanner d'autres équipements que des serveurs? Alors, la réponse c'est oui, puisque finalement, la solution, elle scanne tout type de système, sauf Apple iOS et Android. C'est-à-dire que nous, pour le moment, on a fait le choix de ne pas aller dans le scan d'appareils mobiles. Voilà. Donc ça signifie que, en effet, on a possibilité de trouver des failles sur des équipements réseau, sur des firewalls, hein, puisque ces équipements-là font aussi tourner des systèmes pour lesquels il peut exister des vulnérabilités, pour lesquels il existe aussi des mises à jour, etc. Donc voilà. Alors, autre question, est-il possible de récupérer la présentation? Alors, le WebEx est enregistré. Donc, ça veut dire qu'un peu plus tard, là, cette semaine, vous recevrez de toute façon, tous les participants recevront un lien qui permettra d'accéder à la présentation, à l'enregistrement de cette WebEx. Alors, encore une question, peut-on scanner des Mac? Alors, la réponse c'est oui, puisque donc on parle bien donc de Mac OS 10, hein, donc la réponse c'est oui, hein, on est tout à fait en mesure de scanner, de trouver des failles sur des Mac OS 10. Alors, est-ce que j'ai encore des questions? Oui. Alors, le mode de tarification, donc là, je pense avoir répondu à cette question. Alors, autre question intéressante, est-ce qu'il est possible d'automatiser l'envoi des rapports? Alors, la solution, en fait, elle permet différents modes d'intégration. Aujourd'hui, ce que vous avez vu, c'est que on a eu une interface et on génère des rapports manuellement. Il y a un projet qui fait qu'on va pouvoir bientôt, lorsque le rapport, enfin, du moins le résultat tombe, qu'il y a un envoi automatique des rapports par email. Ça, c'est pas encore présent dans la solution. Par contre, ça devrait être présent plutôt au deuxième semestre 2017. Ensuite, il y a donc des modes d'intégration qui font qu'on peut accéder aux résultats de façon différente. Et je m'explique. On a par exemple un système qui permet de rediriger le syslog vers un SIEM. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution, quand elle détecte des vulnérabilités sur une machine, elle va les loguer dans un syslog. Donc si on renvoie ça vers un SIEM, eh bien quelque part, si on a déjà un système d'alerte, de fonctionnement, de reporting un peu centralisé, eh bien on va pouvoir alimenter grâce à cette redirection le SIEM et du coup pouvoir gérer du moins la découverte de vulnérabilité d'une autre façon. Ensuite, la solution elle est également dotée d'un système d'API REST.
Ce qui signifie qu'à l'aide d'une solution tierce, on peut aussi venir se connecter sur cette API pour récupérer certaines informations. Et parmi ces informations, les rapports de vulnérabilité en font partie. Voilà. Et donc, autre question, et c'est la dernière que j'ai là. Non, c'est pas la dernière. Est-ce qu'il y a une interface en français? Donc ça, je pense avoir répondu à cette question. Et les mises à jour. Eh bien, les mises à jour, lorsque on a une nouvelle version ou un patch important, eh bien, on envoie des newsletters qui permettent, on va dire, à tous nos clients, partenaires, de rester informés de ces mises à jour et pour ensuite pouvoir les appliquer, etc. Eh bien, on a un site de téléchargement où lorsque une mise à jour, une nouvelle version ou un patch important est annoncé, eh bien, on peut venir le récupérer et l'appliquer. Toujours sur les mises à jour, et la question concerne peut-être également la fréquence. Bon, il faut savoir qu'on a 3 ou 4 versions par an. Hein, quand on parle de version, ça veut dire que on a rajouté des fonctionnalités dans la solution et du coup on publie une nouvelle solution. Voilà. Je crois que je suis arrivé à bout des questions. Écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre participation. Je vous remercie également pour les nombreuses questions que vous avez posées, ce qui montre que vous n'êtes pas resté insensible à ce que je vous ai présenté. Et puis, pour certains qui vont participer au workshop, je vous dis à très bientôt. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Voilà, à très bientôt. Au revoir.